Ce dernier chapitre est un florilège de photos et de séquences vidéo de paysages divers et originaux que nous avons accumulés au cours de nos randonnées. Découvrez de nouveau et on se retrouve ensuite. Lagure. J'ai bien dit Lagure, car en patois savoyard, le AZ ne se prononce pas. Donc Lagure est surmontée par le dôme majestueux du Mont Pourri, 3778 mètres. Et de la route, seul le clocher se laisse entrevoir. La dernière butte passée, le dernier virage effectué, le village nous surprend. Lagure se fait discret. Les maisons et chalets sont l'illustration de l'architecture savoyarde. Au fond, nous apercevons le clocher des Boisses. Et maintenant, nous sommes sur le chemin du Monal. Nous avons quitté Lubac pour aller sur le versant opposé, l'Adré. C'est la carte postale la plus vendue en Savoie. Le village occupe une position privilégiée, en balcon, face au massif du Mont Pourri, 3779 mètres, et encadré par la forêt de Mélèze, au débouché du vallon du Clou. La plupart des constructions du village du Monal datent de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. Ils s'organisent en 3 groupements autour des chemins et des ruisseaux et de la chapelle Sainte-Claire. On peut encore y voir des anciennes cavalets, constructions de pierre, à cheval sur le ruisseau, qui permettaient à l'époque de réfrigérer et conserver le lait. Comme nous sommes en forme, notre destination sera le col du Rocher Blanc. Après avoir laissé comme d'habitude la voiture au chenal, sous le Monal, nous prendrons la direction de ce col en passant au-dessus du barrage du Clou, dans le grandiose vallon du même nom. Arrivés au hameau des Balmes, nous avons le choix entre le chemin de gauche vers le lac Noir, mais nous prendrons le chemin de droite qui monte au col du Rocher Blanc. On passe devant un petit lac encore gelé et dans des éboulis où trônent encore de très beaux névés. Et après les prairies, le secteur deviendra plus minéral. Après 4 heures de bonne grimpette, on arrive au col du Rocher Blanc, à 2833 mètres. En redescendant, une petite pause devant le glacier supérieur, suspendu des Balmes. Même point de départ et même début d'itinéraire, toujours en passant par le cirque du Clou, et pour aller cette fois-ci au lac Noir. Toujours dans les visites des plus beaux villages de France en haute montagne, Bonneval-sur-Arc. Nous quittons la haute Tarentaise pour aller vers la haute Maurienne en passant par le col de l'Iseran, puis au col routier de toutes les Alpes, encore enneigé en ce mois de juillet 2006.
Bonneval a gardé son architecture d'antan, où toits de lauze et murs de pierre règnent en maître. La majorité des bâtiments, trapus, sont en pierre de taille, liés par de la chaux, et les fenêtres sont étroites et verticales, souvent sans volets. Sur la façade exposée au soleil, court bien souvent un balcon de bois appelé aussi galerie. Sur certains d'entre eux sont encore exposés des grebeaux, briquettes de fumier de mouton qu'on utilisait comme combustible pour se chauffer. Les toits de pans sont couverts de lauze, les ardoises de pierre épaisse, pour résister au poids de la neige sur une charpente de mélèze. On y dénombre de nombreuses ruelles. Bonneval-sur-Arc, afin de préserver son aspect originel, n'offre à la vue de ses visiteurs et des habitants aucune parabole ou antenne de télévision. Et certaines maisons possèdent encore des gouttières en bois creusées dans le mélèze ou l'épicéa. Cette rando, dans un cadre grandiose, démarre au pied du barrage du Saut, au départ du vallon de la Sassière, dans la réserve naturelle de la Sassière, qui est surplombée par la grande aiguille du même nom, 3747 mètres. Arrivé au sommet de 1852 mètres, surprise, un énorme cairn, ou Montjoie, dans lequel est incrustée une boîte aux lettres. Bien sûr, j'y ai laissé mon petit mot. Départ au fort de la Platte et arrivée au col de Fort-Classe, 2365 mètres, en passant par les 5 lacs et en traversant le torrent de la Fort-Classe. Lac Ezola, ou étoilé, c'est un lac dit de pelouse. Lac Riondé, il est rond. Lac Cornu, en forme de corne. Le lac Verdé, car son eau est verte. En se retournant, malgré les nuages, la vue sur les massifs de la Tarentaise est superbe. Ces lacs possèdent une vie discrète et complexe. Algues, plancton, invertébrés, et des insectes totalement aquatiques, ou ceux qui, de larves à nymphes, quitteront l'eau au stade adulte. Grenouilles rousses, tritons alpestres. Le 5e lac, malgré son nom de lac noir, est recouvert de glace et de neige 7 à 8 mois par an. Son nom vient des roches noires schistes qui bordent une grande partie de son rivage. C'est le plus élevé et le plus profond, 12 mètres. Pour atteindre ce col, nous partons des Boisses, en montant dans le vallon de la Sache. Ensuite, une dernière montée régulière, à flanc du vallon de la Sachette, nous permet d'atteindre le col, qui culmine à 2713 mètres. Ceci dans une ambiance très minérale, éboulis morénitique, glacier rocheux. Le col est assez étroit et surtout bien venté.
Ce matin de juillet 2009, nous allons faire une très grande randonnée. Départ vers 9 heures de la Daille, 1810 mètres, à l'entrée de Val d'Isère, pour grimper directement vers le col du Picheru, 2760 mètres, soit 950 mètres de dénivelé. Au bout d'une heure de grimpe, la rando se transforme en escalade. D'ailleurs, pendant les 3 heures de marche, nous ne rencontrerons personne. La vue est magnifique, que ce soit sur Val d'Isère ou sur le glacier de la Grande Motte. Et nous évoluons sans cesse au milieu de pierriers et d'éboulis encore parsemés de névé. Vers midi, nous entamons la descente vers le lac de la Sassière, surmonté du glacier de Reimgolette, où nous ferons le plein de nos gourdes. Ensuite, contrairement aux autres fois, nous continuons directement vers le col de la Baïeta, 2852 mètres, pour redescendre vers Val d'Isère, au lieu-dit le Fornay, là où nous avons laissé la voiture ce matin. Temps de marche de la journée, 9h30, avec un premier dénivelé de 970 mètres, puis un second de 402 mètres, soit 1372 mètres d'ascension. Distance environ 12 à 15 km. Pour atteindre ce col, nous faisons la rando en 2 temps. Après une première montée un peu rude, le sentier traverse les gorges du Malpasset, au fond desquelles gronde l'Isère. Ne pas glisser. Ensuite, nous arrivons aux sources de l'Isère. J'ai bien dit les sources, car il y a plusieurs ruisseaux qui forment cette rivière. Là, une petite pause devant le refuge du Prarillon. Avant d'attaquer une montée, encore plus rude. Et comme ces randonneurs, nous devrons traverser ce grand névé avant d'atteindre le col de la Galise, 2987 mètres, sous la pointe du même nom, qui culmine à 3343 mètres. Et de l'autre côté, c'est déjà l'Italie. J'ai fait cette ascension en septembre 2003 au départ de Chamonix. Première étape, rejoindre l'Italie en passant par le tunnel sous le Mont Blanc et grimper directement au refuge Victor Emmanuel à 2732 mètres, au cœur du parc du Grand Paradis dans le massif du Mont Blanc. Le lendemain, réveil à 4 heures, et c'est à la lampe frontale que commence véritablement l'ascension. Je serai bien sûr encadré par un guide professionnel, équipé de crampons, bâtons, cordes et piolets obligatoires. Le soleil se lève. Maintenant nous sommes au-dessus des nuages et nous approchons du sommet. Il y a quand même des passages assez physiques et surtout très étroits, sans parler du vide sous nos pieds. Et c'est mon guide qui prendra ces photos des alpinistes en dessous de nous. Je ne suis pas assez à l'aise pour lâcher une main. Le final se fait sur du rocher. L'ascension durera 3h50 et il est presque 10h. Et youpi, je suis au sommet. 4061 mètres et sous mes pieds, la mer de nuages.
Au-dessus du barrage du Saut, face à l'aiguille de la Grande Sassière, nous avons un point de vue sur les chamois, pourtant facile d'accès, mais peu de randonneurs y passent. Et nous avons décidé de baptiser cet endroit Mille-Clos. Pour le matérialiser, j'ai commencé de construire un cairn pour y planter notre panneau. Nous allons baptiser ce haut lieu. Hélas, quelques jours plus tard, notre pancarte aura disparu. Mais tous les ans, je constate que le cairn continue de grandir. Nous sommes le 5 juillet 2010, nous venons de baptiser ce point de vue, qui est notre point de vue préféré depuis de nombreuses années. Voilà. Il est marqué à tout jamais dans l'histoire. Ensuite, si le temps nous le permet, nous redescendons, mais par le passage du Pichru, avec l'aiguille du dôme juste en face de nous, à 2946 mètres. C'est pas vraiment une rando, mais une simple balade sur le thème de l'eau, source et cascade. Un itinéraire au frais, à l'abri de la forêt de Mélèze, à la découverte de la flore de moyenne montagne. Et pour y découvrir la grande cascade en forme de voile de mariée. Dans la vasque de la Gouille de Salins, l'eau surgit de terre en bouillonnant. Mais d'où vient-elle? Au front du glacier de la Grande Motte, aucun torrent n'est visible malgré la fonte estivale. Qu'est-il devenu? Le sous-sol de Tignes est le siège d'un vaste réseau de galeries, de boyaux, de grottes creusées par l'eau dans les roches calcaires depuis des millénaires. Elle y circule, apparaît et disparaît au gré des accidents géologiques. C'est ce qu'ont pu mettre en évidence scientifiques et spéologues grâce à leur exploration et expérience de coloration de l'eau. Ils appellent cette formation hydrogéologique système glacio-karstique. Celui de Tignes est l'un des plus étendus et des plus originaux des Alpes.
Cette petite rando va nous conduire à la Combe Folle, juste au-dessus du lac du Chevril, lac artificiel verrouillé par le barrage de Tignes. Et au fur et à mesure de notre progression, la vue sur le Mont Blanc est superbe. Le barrage, avec ses 181 mètres de haut, est aujourd'hui le plus grand barrage de France. Ses fondations font 20 mètres de profondeur, sa longueur approche les 300 mètres, son épaisseur les 50 mètres. Il retient les 230 millions de mètres cubes d'eau et cette eau arrive à la centrale de Malgovert, à Bourg-Saint-Maurice, avec une hauteur de chute de 750 mètres, soit 50 000 litres d'eau à la seconde. Et l'eau arrive à 400 km/h. Petite particularité, il affiche sur son tablier la plus grande fresque du monde à l'effigie d'Hercule. La construction du barrage de Tignes allait entraîner la disparition du village et de 4 hameaux alentours. Malgré des vives protestations, l'édifice s'imposa. Les familles furent déplacées vers le nouveau Tignes, voire expulsées manu militari pour les plus récalcitrants. Et il en fut de même pour les morts inhumés dans le cimetière du village. Le village du Vieux-Tignes est finalement englouti en 1952. Seule l'église fut reconstruite à l'identique au-dessus aux Boisses. Et le Christ a les bras tendus vers le fond de la vallée, à la fois pour pleurer le village englouti et pour accueillir les nouveaux venus. Quelques années plus tard, en 1956, et grâce aux subventions de l'État, quelques Tignards donneront naissance à une station de sport d'hiver, 6 km au-dessus du barrage, à 2100 mètres d'altitude. Les habitants qui vivaient de la terre et de l'élevage se reconvertirent au métier du tourisme en montagne. Tignes est devenue une des stations les plus célèbres du monde. Elle a aussi accueilli les Jeux Olympiques en 1992. Et depuis, été comme hiver, la Dame du Lac veille en permanence sur le Vieux-Tignes. Larmes pendant ce dernier repas partagé dans la maison familiale qui allait disparaître à jamais. Larmes pendant ce dernier jour de classe avec cette inscription sur le tableau noir « Nous ne laisserons pas mourir Tignes ». Larmes pendant cette dernière messe avec ces cantiques qui s'étranglent dans les gorges nouées. Lumière de toutes ces fenêtres qui s'éclairent là-haut à 2100 mètres. Lumière des villages en fête, des guirlandes qui scintillent. Lumière de tous les projets partagés qui permettent de mieux vivre ensemble. Oui, après les larmes de la souffrance, la lumière de l'espérance. Santa Terra 2004.
J'espère que ce montage vous aura intéressé, et puis qui sait, peut-être un jour aurons-nous l'occasion de parcourir ensemble ces mêmes sentiers, avant qu'il ne soit trop tard. Merci d'avoir été jusqu'au bout, les Mitlots.